Bien bonjour à tous et nouvel enregistrement dans le Nord. On se retrouve du côté de Bézieux pour un nouvel épisode que l'on vous annonce déjà exceptionnel avec des personnalités en or autour de ce plateau. Alors quand il a su qu'on allait parler de bobsleigh, il m'a avoué qu'il avait vu plusieurs fois le film Rasta Rocket, plus vu le film Rasta Rocket d'ailleurs que lu le livre de Sophonie dans la Bible. Je vous présente notre chroniqueur aumônier Joël Thibault. Merci Geoffrey, mais en fait je pense que c'est pas vrai ce que tu dis, parce que Sophonie justement c'est genre le livre piège et je l'ai lu plusieurs fois. Ah punaise. Mais par contre Rasta Rocket c'est vrai que je l'ai vu 2 fois je crois. Ouais. Et je pense que je vais le re-regarder après cette émission. Voilà. Sans doute, Film sans doute. légendaire. Et pourquoi ? Parce que Joël, pour nous accompagner aujourd'hui, un type tout aussi talentueux que charmant dans la vie. À écouter son accent, vous y entendrez le bruit des plages et vous y verrez le soleil. Pourtant, c'est bien sur les pistes de glace qu'il s'est forgé Moi, une je belle sens le rhum, réputation. moi. Bonjour Jérôme. Bonjour Geoffrey, bonjour Joël. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation et puis bonjour à tous les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique et bien évidemment Marie-Galante. Bien sûr, on aura l'occasion d'en parler, bien sûr, de Marie-Galante. Alors Jérôme, on est juste déçu d'une chose. C'est qu'on n'a pas trouvé de piste de bobsleigh dans le Nord. Ça risque d'être Et il n'y a pas de compliqué. petit ponche. Parce que c'est des crassages. Donc C'est des crassages. Après, franchement, il y a pas de... si vous me donnez votre adresse, je vous amène un bon rhum de Marie-Galante. 59 degrés. Ah, il va c'est... être le parrain de l'émission. Non, allez, on va reprendre un peu de sérieux quand même. Un peu de sérieux. Jérôme, donc avec Joël, cette troisième saison de Décrassage nous lance dans un pèlerinage à la rencontre des sportifs de haut niveau comme toi. Et nous lui avons donné un thème du coup à cette saison, c'est le thème de Sur-Sainte ou comment l'adversité dans le sport peut modeler notre caractère. Et à ce sujet, on a une question rituelle qui sert de point de départ à chacun de nos épisodes et donc du coup je vais te la poser. Quel est le moment de ta carrière où tu en as le plus sué, toi, où tu en as le plus bavé et comment as-tu fait pour le surmonter ? Wow, vous attaquez directement là. On attaque. Non, mais en fait, c'est un sujet où à chaque fois ce que je raconte ce moment-là, c'est beaucoup d'émotions. En fait, c'est l'année des Jeux. Alors, on va dire 4-5 mois avant les vraies échéances. C'était en juillet 2021. Donc, je suis parti à Marie-Galante faire ma préparation physique pendant 3 semaines. Et là, je me suis dit, maintenant, Jérôme, c'est pas les vacances. Là, il faut bosser. Donc, je t'explique le contexte. C'est-à-dire, première semaine, j'arrive. Mon meilleur ami, d'ailleurs, bisous à Rémi. Voilà. Donc, il m'avait nommé témoin de son mariage. Donc, pendant une semaine, j'étais avec lui pour les préparatifs du mariage. Donc, j'étais là, nickel. Dès que le mariage est terminé, ils m'ont plus vu, ils m'ont plus revu. Et j'étais en mode déjà en mode compétition quoi. Ouais. Donc du coup mon programme c'était simple, c'est que je me réveillais tôt le matin. Voilà, je m'entraînais le matin et l'après-midi. Et pour te dire, chez moi c'était chaud parce que j'avais pas les moyens comme les salles de muscu high-tech ou autres ou des machines de récupération. Donc moi c'était la débrouille, j'avais demandé un chaudronnier un chariot pour moi pour pousser. Ma récupération c'était l'eau de mer. Et mes poids, j'avais demandé à mon père de me récupérer des sacs et je remplissais de sacs de sable et je m'entraînais comme ça, tu vois. Ah ouais. Et pendant 2 jours, pendant les 3 semaines comme ça, je m'entraînais non-stop, tu vois. Et c'était vraiment chaud parce que je voyais ma mère, elle souffrait parce que lorsque je rentrais le matin, enfin vers l'après-midi, ma mère, elle était déjà à la maison, elle me voyait, j'étais fracassé, je mangeais, je siestais et je rattaquais le soir, tu vois. Ouais. Et j'avais ça comme ça. Et pour te dire, je me suis même fait engueuler par la madame de Rennes parce qu'à un moment, elle m'a croisé à Grandbeau parce que à Marie-Galante, dans un petit quartier. Et elle m'a dit, ouais, mais on t'envoie des messages, tu ne réponds pas. Après, je lui ai dit, écoute, je suis en pleine préparation, mais crois-moi, il faut que tu me fasses confiance, c'est pour une bonne cause et tout, etc. Ouais. Et en fait, l'anecdote, c'est qu'après lorsque j'ai annoncé ma qualification au jeu, ils étaient tous contents et après, c'est dit, ok, désolé et tout, etc. Ils ont compris. Ouais, mais franchement, c'était vraiment... Pendant 3 semaines comme ça, c'était vraiment dur parce que j'avais un rythme qui était assez intense et je me suis dit, c'était le moment où je devais pas... En fait, ma préparation physique à ce moment-là, c'était le moment clé de ma carrière parce que si je me dis, j'étais prêt à ce moment-là, je savais qu'après, je pense que j'aurais été prêt pour les qualifs et au final, le pari a été gagnant par rapport à ça, quoi. Ouais. Et quelle leçon de vie tu en retires de cette sueur sainte? Ouais, déjà, il faut faire preuve de résilience, d'être sérieux, motivé.
Parce que tu sais, le haut niveau, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a l'expression qui te dit souvent, le travail paye. Et le problème, c'est que c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu te mettes toutes les chances de ton côté pour pouvoir progresser. Et c'est là, et pour moi, ça m'a appris ça, c'est-à-dire être sérieux, rigoureux. Parce que, comme je l'ai expliqué, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit, Jérôme, viens ici, viens là. Il faut savoir dire non. Et il faut savoir aussi ce que tu veux faire, tu vois. Donc, ce que tu as réellement envie de faire pour atteindre ton rêve. Donc, du coup, moi, c'est ça, c'est faire preuve vraiment de sérieux, de rigoureux et de résilience pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et au final, ça a été gagnant à la fin. Et quels étaient tes rêves en tant qu'enfant? Parce que le bobsleigh, aujourd'hui, on se dit l'histoire, elle est à la Rasta Rocket, parce que des bobsleighs, il ne doit pas y en avoir beaucoup à Marie-Galante. C'était quoi ton rêve initial? Non, c'est une bonne question. Franchement, c'est une bonne question. Bon, après, mes rêves, on va dire, comme j'étais footballeur, parce que les gens oublient souvent, avant d'être sprinter, j'étais footballeur. Et donc, il m'a dit, ligament croisé, tu connais. Il m'a dit, non. Non, en fait, la chance, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas eu à ce moment-là quand on était à Marie-Galante, parce que j'ai connu beaucoup de talents, mais sauf que chez nous, il n'y a pas de recruteurs qui viennent voir les joueurs. Ouais. Tu es obligé de partir en Guadeloupe parce qu'il y avait beaucoup de tournois, comme par exemple Thomas Lemar, qui a été notamment recruté en Guadeloupe et tout, par des centres de formation comme Caen et tout. On a eu un Marie-Galante qui s'appelle Tommy Plumet, qui est passé au Racing Club de Lens, maintenant qui joue à Châteauroux et tout. Mais ils ont débuté, ils sont partis faire des détections en Guadeloupe. Donc la chance peut-être que les jeunes footballeurs à mon époque n'ont pas eu, c'est ça, c'est qu'il y ait des recruteurs qui viennent sur lui pour venir. C'était quoi ton poste? Moi j'étais latéral, j'étais défenseur central latéral, ensuite après je passais 6 aussi. Donc j'avais 3 postes, je jouais 3 postes. Donc voilà, et la petite anecdote, c'est qu'il y avait une sélection caribéenne et il y avait une sélection Marie-Galantais. Je faisais partie des 23 meilleurs Marie-Galantais. J'étais titulaire dans l'équipe. On est parti faire un tournoi. On avait fini 2e du tournoi. Il y avait un bon niveau quand même. Et ensuite, après, de base, lorsque j'ai quitté la métropole, au début, c'était le foot. Et ensuite, j'ai décoté sur l'athlé, mais pas de regret. Donc, et mes rêves, oui, forcément... à l'époque, c'est tout comme les champions, devenir footballeur professionnel. Et ensuite, après, ça a changé au fil du temps. L'athlète, c'était pourquoi pas faire les Jeux Olympiques l'été. Et malheureusement, je ne dirais pas malheureusement parce que j'ai fait les Jeux, mais au final, c'est cool. J'ai pu réaliser ce rêve-là, mais en faisant les Jeux d'hiver. Donc, du coup, je suis content. Alors justement, donc tu disais les Jeux d'hiver, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'était Pékin en 2022, on aura l'occasion d'y revenir. Juste avant, quand même, tu as mentionné beaucoup de choses. Donc rappelons quand même que tu es né donc, le 15 septembre 1993 à Marie-Galante. Et il y a un premier moment clé, je dirais, dans ta vie, au-delà de ça, c'est ce moment où tu dois quitter Marie-Galante, où tu quittes Marie-Galante pour arriver ici, à Lille, dans le Nord. Alors à la base, je crois qu'il y a deux versions. Il y a les études ou poursuivre le copain. Raconte-nous un petit peu si c'est l'un, l'autre. Comment tu t'es retrouvé ici à Lille? Oh les gars, à chaque fois quand je raconte cette histoire-là, c'est beaucoup d'émotions. Je t'avais dit en préparant, ça va être une émission où il y aura de l'émotion. Non, mais parce que c'est la galère, c'est chaud. Parce que je me rappelle, déjà quand je quitte ma famille, déjà, en fait, moi de base, j'étais déjà un peu dur avec mes frères. Et lorsque je commençais à faire mes bagages et que mon père m'attendait pour qu'il puisse m'amener au port, quand je devais dire au revoir à mes parents, j'ai jamais vu mes frères pleurer, quoi. Et là, j'ai vu mes frères pleurer. Bon, après, ma mère aussi, c'était chaud, tu vois. Mais je me suis dit, il fallait pas que je regarde derrière moi, quoi. C'est-à-dire que là, j'ai un objectif, je pars en métropole et le but, c'est de réussir, tu vois. Donc, c'était vraiment chaud. Et ensuite, alors, comment ça s'est passé déjà? C'est que mon meilleur ami était déjà en métropole dans un pôle espoir à Lille. Et il me dit, Jérôme, il fait trop froid ici, il faut que tu viennes me rejoindre. Big up à Julio. Et du coup, j'ai dit OK. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je finis une réunion avec mes parents. Ma mère, c'était radical. Elle était OK, mais sauf qu'il fallait que je ramène le bac au minimum. C'est la base. Parce qu'il me finançait le loyer, tout ça, etc. Mais par contre, derrière, il fallait que j'ai le bac. Donc, du coup, c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Mon meilleur ami, il était déjà ici à Lille. Et il me dit, ouais, Jérôme, viens me rejoindre à Lille et tout. J'ai dit, OK. Donc, du coup, j'arrive, je me rappelle, c'était le 28 août 2011. Ouais, c'était un dimanche et tout. Et j'étais dans un 9 mètres carrés à Porte d'Arras. Franchement, c'était un foyer de jeunes travailleurs. Ouais. Tu rencontres de diverses populations et tout. Mais j'ai appris aussi, c'était cool. Mais mentalement, c'est chaud, il faut s'accrocher et tout. Ouais. De 9 mètres carrés, tout ça, etc. Et en fait, il me dit, après qu'il y a son professeur de sport qui recherchait à monter une grosse équipe de sprinters au Lille Métropole. J'avais beaucoup besoin.
Et il me dit, vas-y, ramène-moi ton ami. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a demandé de faire des tests. Il m'a demandé, je devais faire 3 courses. J'ai fait 2 courses. Ils m'ont fait signer direct. Parce que les 2 courses, c'était équivaut à une finale des championnats de France déjà. Alors que j'avais jamais fait du sprint. Mais j'avais déjà beaucoup de qualité déjà de vitesse déjà quand j'étais footballeur. Et après, du coup, voilà, l'aventure a commencé en athlète. Après, voilà. Ouais. Et ton histoire se résume alors en un enchaînement, je dirais, de belles rencontres presque hasardeuses. Enfin, si on peut se permettre le hasard, est-ce que finalement, et on y viendra, est-ce que c'est pas Dieu qui se cachait derrière ce hasard incognito comme ça? Première étape, donc tu l'as dit, l'athlétisme, et tu perces très vite en athlétisme. J'ai noté qu'en 2016, donc tu débarques en 2011 à Lille, en 2016, tu es à 6,83 sur 60 mètres en salle, tu es à 10,64 sur 100 mètres extérieurs. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais Joël, je ne sais même pas si tu as déjà atteint ces groupes-là. Il y a des chances. Moi, j'étais très rapide. C'était une de mes qualités, c'était la vitesse. Donc, si tu veux, on se fait un petit défi après. Quand tu veux, et là, les gens doivent se demander, mais comment se fait-il que tu sois passé de l'athlétisme au bobsleigh? Et là encore, j'ai envie de dire, encore une rencontre incroyable, une anecdote incroyable. Est-ce que tu peux nous la raconter? Bonjour les gars, c'est pas des blagues, ça s'est vraiment passé comme ça. Donc du coup, effectivement, l'année 2016, j'étais en pleine bourre, j'étais avec forcément mon entraîneur Nicolas Vie. Donc il m'a vraiment fait passer un cap psychologique aussi. Et donc du coup, par rapport à ces performances-là, je faisais partie des 16 meilleurs sprinteurs de France sur le 60 mètres. Et donc du coup, derrière, en août, encore une fois, en août encore, préparation estivale et tout. Et je reçois un message sur Facebook de l'entraîneur de bobsleigh. Au début, moi, je dis, c'est un spam, c'est pas possible ça. Et donc, du coup, j'appelle Nico. Et qu'est-ce qu'on fait? Nico a eu le réflexe de taper le nom et le prénom du monsieur, parce que le monsieur, il avait Max Robert. Max Robert. Ouais. Voilà, monsieur Max Robert, attention, médaillé de bronze à Nagano. Voilà, donc du coup, il m'avait envoyé un texte avec tous ses coordonnées. Donc, on décide de taper son prénom sur Internet. Boum, direct. On le voit avec la tenue Nico Olympique. On dit, waouh, c'est vraiment du sérieux. Et je crois que Nico m'avait dit qu'à l'époque aussi, il devait faire les tests aussi de poussée, mais par rapport pour des raisons personnelles, il n'a pas pu les faire et tout. Ouais, encore une fois, les trucs, c'est incroyable. Et donc, du coup, je le contacte. Il me dit que oui, ils cherchent à monter une grosse équipe pour Pékin 2022. Mon profil les intéresse parce qu'ils recherchent un athlète des qualités assez explosives, assez puissant, assez rapide. Et j'avais tapé dans l'œil de Max Robert. Donc, un an. Il m'avait dit, si tu veux essayer, de venir essayer. Donc, c'était une semaine avec la Coupe de France, parce que la Coupe de France, pour ceux qui ne savent pas, c'est une compétition de poussée où, pour les pousseurs avec un chariot à plus de 100 kg, que tu dois pousser sur une distance de 50 mètres à fond. Donc, il m'a dit, pour venir essayer, pour ne pas être surpris, de venir une semaine avant. Donc, je me suis arrangé. J'avais l'occasion de discuter aussi avec Dorian Teville, qui avait fait les Jeux de Pyeongchang avant, pour savoir un peu dans quelle aventure je m'embarquais. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que derrière, une semaine avant, je suis allé à La Plagne. J'ai essayé. Et ensuite, après, ils m'ont dit, c'est bon, tu fais exactement ça en compétition. Il faut savoir qu'après, en septembre, quand je suis arrivé, j'étais confronté avec les athlètes qui avaient fait les Jeux de Pyeongchang. Je finis 3e des tests. J'avais jamais fait ça. Donc, eux-mêmes se sont dit, il y a du potentiel alors que je n'avais jamais fait. Et ensuite, après, l'aventure a commencé 2018 et ça s'est décanté à Pékin après, par la suite. Quoi. Ouais. Alors, incroyable. Et c'est pas des blagues, c'est vraiment ça. Presque, j'ai envie de dire, c'est presque une destinée incroyable et ça nous mène à la rubrique numéro 1 de Joël qui s'appelle le confessionnal. Okay. Alors attention, tu vas te retrouver en tête-à-tête avec l'aumônier du sport, Joël Thibaut. Joël, je te laisse la parole. S'il te plaît. Non, moi, une question, c'est un petit peu le confessionnel. Est-ce que toi, qu'est-ce que représente Dieu pour toi? Est-ce que ça a une place dans ta vie? Ça serait une première question. Okay. Non, après, je qualifierais. Alors, donc, Dieu pour moi, c'est comme si tu es un père spirituel où tu peux te confier sur ou quand ça va pas, tu peux te livrer à lui. Dans les mots, parce que c'est vrai que quand tu as quand tu es sportif de haut niveau, personnellement parlant, ou même dans la vie de tous les jours, des fois, tu es peut-être des fois confronté à des choses que
que peut-être des fois, tu n'oses pas dire à certaines personnes, tu vois, parce qu'ils ne vont peut-être pas comprendre. Et le fait de pouvoir se recueillir par rapport à ce père spirituel-là, du coup, ça te fait quelque chose de même parce que tu peux tout lui dire sans filtre, en fait, tu vois. Et je pense que ça, c'est une grande aide sur l'aspect mental parce que le fait de pouvoir se livrer comme ça, du coup, ça te permet de te lâcher et de pouvoir franchir justement ces paliers-là que peut-être que si tu devais raconter à une personne lambda, peut-être tu vas comprendre. Quoi. Donc, ouais, moi, je prendrais plus comme un père spirituel pour moi et voilà quoi. Chaque année, à la période, à la même période, chaque année, bon, c'est à des périodes un petit peu différentes, mais souvent, il y a la question du ramadan, du carême, mais derrière, la question du jeûne qui se pose pour les sportifs. Est-ce que toi, tu pratiques le jeûne, la prière, et est-ce que tu vois un impact sur tes performances? Est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui est dangereux pour l'athlète, ou tu as un autre regard de par ta foi? Alors donc, c'est vrai que par exemple, moi je suis d'issue de religion chrétienne catholique. Donc du coup, c'est vrai par exemple, euh, le carême, moi je pratique. Après, c'est vrai que le carême, quand tu le compares par exemple au ramadan, c'est pas les mêmes. Ça se rapproche, mais c'est pas les mêmes façons de faire les choses. Par exemple, nous, chez nous, moi, ma mère me l'a appris comme ça. Par exemple, le mercredi et le vendredi, le mercredi et le vendredi saint, tu ne dois pas manger de viande. Tu vois, donc du coup, voilà, tu as droit à un repas dans la journée. Donc après, du coup, moi, je l'adapte. Je l'adapte parce qu'en fait, moi, j'ai l'habitude. Donc, au final, moi, je l'adapte facilement. Et surtout que je sais, je connais mon corps. Je sais, par exemple, à quel moment, si, admettons, j'ai un entraînement à telle et telle période, je sais le moduler pour que je puisse être performant à ce moment-là. Mais sinon, il n'y a pas d'impact pour moi sur l'aspect sportif, puisque, comme je t'ai dit, je le module, je l'adapte en fonction de mes plannings d'entraînement. Donc, ça va. J'aimerais juste que tu puisses me répondre sur la question du jeûne, des polémiques qu'il y a autour, tous les débats. Qu'est-ce que toi tu en penses sur la liberté du sportif de pouvoir jeûner? Et une fois de plus, ce que tu vois sur le corps, finalement, est-ce que ça empêche les sportifs de performer pour toi? Alors moi, je pense que derrière, c'est en fait, moi, pour moi, la pratique dépend de chacun. C'est-à-dire que, comme je t'ai expliqué, moi, j'ai grandi avec ma mère dans cette religion-là. J'ai perduré jusqu'à maintenant dedans. Donc, du coup, j'ai pris cette habitude-là. Donc, du coup, je pense qu'il faut respecter les choix de chacun. Parce que chaque personne a. On est dans un pays de liberté où tout le monde peut pratiquer sa religion comme il a envie de le pratiquer et tout. Donc, du coup, je pense que derrière, il faut laisser la personne. euh, choisir la manière dont il a envie de pratiquer sa religion. Tu ne peux pas arriver à dire que non, c'est pas possible, tout ça, etc. Non, c'est quelque chose qui est au plus profond de lui-même, c'est quelque chose qui vient de son cœur. Donc, du coup, on a une appartenance très, très forte par rapport à ça. Donc, du coup, je pense que tout le monde peut pratiquer sa religion comme bon lui semble. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de polémique par rapport à ça. Quoi. Tant Que que c'est à chaque sportif de se c'est responsabiliser ça. sur la gestion de son jeûne, C'est ça. parce que c'est lui qui connaît C'est son ça, corps. exactement, parce que s'il le fait, c'est que c'est quelque chose en lui, c'est sa foi qui lui demande de faire ça. Donc, du coup, pour moi, il a cette liberté-là de le faire et il ne faut pas que derrière, que ça soit une polémique par rapport à ça. Quoi. Donc, moi, j'ai pas de souci par rapport à ça. Tant que ça vient pas empiéter sur le reste du règlement, et que c'est entre lui, pour moi c'est Oui, quelque chose qui est voilà. de l'intime que chacun fait, et après il Voilà, sait parce que que ça empiète pas sur ses c'est performances. ça, parce que je sais que, parce que comme si demain il le fait, il sait qu'admettons, je prends un exemple, tu sais que demain, cet après-midi, tu as entraînement. Ben, tu sais très bien que, quoi qu'il en soit, tu sais les conséquences, tu vas pas dire non, tu vas pas aller à l'entraînement. Parce que si tu dois jeûner à cette période-là, ben, du coup, tu t'adaptes en fonction pour que, d'ailleurs, que tu sois prêt pour l'entraînement. Il sait les conséquences. Tu vas pas pénaliser toute ton équipe par rapport
à ta façon de pratiquer ton jeûne. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, je sais que des fois, ça se démocratise dans le sens où il y a des clubs qui sont très sensibles par rapport à ça, qui arrivent à s'adapter, qui autorisent, ou bien eux, derrière, ils arrivent à se moduler par rapport à ça. Mais en tout cas, tu sais dans quoi tu t'engages et je pense que tu es assez professionnel pour pouvoir t'adapter aussi par rapport à ta pratique et par rapport à ton sport. Du coup, dans cette chronique, maintenant, il y a la question qui est inversée, où c'est l'invité qui pose une question à un expert, entre guillemets, aumônier du sport. Moi, je travaille auprès des sportifs, j'allie la foi et le sport, c'est vraiment mon domaine, et c'est à toi maintenant de me mettre une question, une question piège peut-être, ou m'envoyer dans le décor, dans le bobsleigh, si... Non, en fait, c'est vrai que justement, ça tombe bien que tu sois présent, lors de ce podcast. Parce que moi, la question que je voulais te poser, c'est que tu vois, par rapport à ma carrière, je t'explique, j'étais le premier de mon île à avoir fait les Jeux d'hiver alors qu'il y a eu des champions avant moi. Tu vois, on est 10 000 habitants, il y a eu des champions avant moi qui sont passés. Marie-Galante, j'arrive à Lille et je fais un sport d'hiver. Est-ce que pourquoi c'est tombé sur moi et surtout qu'en plus derrière j'ai les qualités aussi qui correspondent aussi à ça, parce que c'est vrai que à chaque fois que je suis passé, par exemple, je peux te raconter une petite anecdote ou pas? Oui. Ben, par exemple, lorsque j'étais parti à l'INSEP, on avait fait des batteries de tests et qu'ils avaient dit que j'avais des ischios hypermémorisitants et grosses, et que même le mec il avait dit qu'il n'avait jamais vu ça, tu vois. Donc encore une fois, il y a trop de trucs qui fait que ben, des fois, peut-être on va même pas le point fou, peut-être exagérer ou quoi, mais pourquoi ça tombe sur moi, quoi? Pourquoi c'est tombé sur moi? C'est une question, très belle question, très intéressante. T'es prêt pour la réponse ou pas? Moi, je suis bon pour la répondre. Moi, j'attends. Parce que sur musique génétique, bon, c'est la réponse facile. Non, mais tous les trucs, et à chaque fois, c'est au bon moment, bon timing. Non, c'est abusé. Après, c'est sûr que la génétique et l'héritage aussi de venir des îles, on sait que vous avez une force, une résilience qui vous a été transmise, parce que vous êtes un peuple qui a aussi souffert. Il y a eu l'esclavage, il y a eu tout ça, et ça, il faut le dire, ça a donné une résilience. Et je pense que même de ça, on en parlera après, mais comment ils se sont nourris du gospel pour s'en sortir, pour se réjouir aussi, mais pas de leur adversité, mais de Dieu. Maintenant, pourquoi toi? C'est une très très bonne question. Et moi, j'ai envie de te dire, c'est pas parce que tu es un être extraordinaire, mais c'est parce que Dieu, il nous aime chacun, il nous a tous donné des dons différents, mais la finalité, c'est qu'en fait, ça te place dans une grande responsabilité, parce que pourquoi toi? Pour que tu puisses célébrer sa gloire. Et que tu puisses dire que ça ne vient pas de toi, mais ça vient de Dieu, en fait. Et pourquoi Dieu nous a donné ça? En fait, il y a quelque chose qui est un peu particulier avec Dieu, et que le monde du sport a du mal à comprendre, c'est que Dieu vise sa propre gloire. Et les sportifs, qu'est-ce qu'ils visent? Ils visent leur gloire à eux. Mais ils doivent se rappeler que c'est Dieu qui leur a donné un don. Et ils doivent adorer le donateur. Et c'est tout ça l'enjeu pour toi, c'est que finalement ça doit te décentrer de toi pour te centrer sur lui et être reconnaissant de ce que Dieu t'a donné ça. Et c'est une plateforme pour toi, pour pouvoir témoigner que Dieu agit. Et oui, il peut y avoir une destinée, c'est lui qui ouvre des portes de quelque chose qui paraît impossible, mais il y a aussi un chemin qu'il veut faire dans ton cœur, et c'est ce chemin-là qui est le plus important. Oh wow, franchement, c'est beau, hein? Merci beaucoup, Joël. Hein? Je pense que c'est franchement, ma maman, faut que tu écoutes Joël. Non, mais ça fait plaisir cette réponse, parce que c'est vrai que dans toute ma carrière, au moment où je quitte mon île pour arriver ici, j'avais l'impression que tout était fait pour ça, en fait. Il n'y a pas un truc où je me dis waouh, c'est chaud. En fait, à chaque fois que je me remémore ça, chronologiquement parlant, on dirait que c'était fait comme si c'était fait pour ça, en fait. Tu vois? Donc, merci pour cette réponse, Joël. Merci. Peut-être pour une rencontre comme ce soir. Tout à fait. Aussi, pour pouvoir aller plus loin. Je t'avais posé une question, je finis avec, on revient dans l'intimité aussi, mais comment tu nourris ta foi? Est-ce qu'il y a une place spéciale à la musique, au gospel, à la Bible, à la prière? Comment tu nourris ça? Parce qu'on a senti que ça t'a été transmis
par ta maman C'est ça. en particulier. C'est Mais ça. toi, maintenant, comme tu es grand, t'es autonome, indépendant, comment on compte toujours sur maman? Non, après, non, je reste toujours sur des habitudes parce que ma mère, même si elle est à 8000 km de nous, parce que bon, il y a mes frères aussi maintenant qui vont en métropole, elle nous envoie toujours des prières. J'ai toujours mes rituels le dimanche, aller à l'église aussi, dès que je peux, parce que c'est vrai que des fois je m'entraîne le dimanche, mais j'ai toujours aller à l'église, me recueillir aussi, aller à l'église. Voilà, c'est sur mes rituels avant d'aller me coucher. Pareil, j'ai des prières aussi que je fais tout le temps. Donc voilà, c'est ma mère, elle me l'a transmis depuis tout petit et j'essaie de maintenir ce cap-là tout au long de ma vie. Et si demain j'ai des enfants, ben voilà, transmettre. J'en profite en direct pour te remettre ce livre Victoire éternelle, c'est un cadeau. Je sais pas si Merci. tu sais qu'il y a beaucoup de sportifs qui aiment lire les psaumes. Ah Et bon il y a un sportif qui est intervenu dans cette émission qui a fait un petit clin d'œil à un invité, c'est Olivier Giroud. Ok. Et je sais pas si tu connais le psaume qu'il récite et qu'il a même tatoué sur son avant-bras. Non, ça te dit rien? C'est le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà. C'est une prière c'est un psaume de la réussite, ça, non? Bah, c'est une prière qui est souvent lue, qui a été écrite par le roi David, qui lui était berger, qui a réalisé que Dieu était son berger. Et c'est une prière qui invite à trouver le bonheur et la grâce en Dieu. Donc voilà, c'est un encouragement aussi pour toi dans ton parcours de foi. Merci Joël, merci beaucoup pour ce cadeau. Voilà. Bon, notre tête-à-tête spirituel prend fin. Ça va? Ça a été. Non, ça va, Jérôme il a pas été méchant avec moi. Non, non, mais ça va. c'est incroyable. En tout cas, Tout le monde pense que tu vas être méchant avec eux. C'est fou, ça. C'est fou. Hein. Pourtant, c'est un gentil, Joël. On ne fait pas comme ça, sinon. Parce qu'ils savent que je vais gratter, mais peut-être qu'ils ont des dossiers Mais dans le après- placard. Non, mais c'est pas ça, parce que C'est là. le confessionnal. Non, en fait. non, Je pense que voilà, plus c'est ça. Le mot, C'est c'est ça. ça, parce Ouais. qu'après, ça touche l'émotion, ça touche plein de trucs. Donc, Alors, on n'a pas c'est fini. délicat. On n'a pas fini avec les émotions. Garde-en un petit peu, Jérôme. Revenons quand même au fil de ton histoire. On s'était arrêté donc sur 2016. Tu découvres le bobsleigh. Moi, j'ai une question quand même à te poser. Je sais pas, Joël, si toi ça t'interpelle, mais moi, j'aimerais savoir comment ça se passe la première fois qu'on monte dans un bob. En fait, je le sais un petit peu, mais vas-y, Question existentielle. raconte-nous ça. Déjà, est-ce que tu arrives à rentrer dans le bob? Non, Parce oui, que ça quand va. je vois tes cuisses, Non, ça va. je me dis, Non, mais ils ont élargi le bob ou pas? Non, ça va. Après, il y a des athlètes, il y a des machines dans l'équipe. Tu as des Lyonnais, des Dodo, c'est des machines romains, c'est des beaux bébés, plus de 100 kilos quand même. Hein, donc, ça va. Alors, les sensations du bobsleigh, déjà, c'est. T'as l'impression d'être dans une machine à laver. Parce que ça t'endine dans tous les sens, parce que tu connais pas forcément les virages. Donc, du coup, à droite, gauche, les longs virages. En plus, tu as la vitesse, tu as les jets. Donc, du coup, tout ça réuni, ça fait mal. Au début, du coup, c'est impressionnant quand même. C'est impressionnant parce que ton corps ressent des sensations qu'il n'a jamais connues. Parce que la pression des jets, tu peux recevoir 2 fois ton poids de corps sur un virage. Tu as l'impression de ne pas contrôler ta bouche. Tu vois, donc c'est à la fois violent pour ton corps, mais après, dès que tu t'habitues, dès que tu fais 1 à 2 descentes après derrière, ça va. Mais c'est violent quand même. Ouais. Et donc, tu découvres le bob avec ton équipe. C'est ça. Et tu qualifies ton équipe et tu te qualifies aussi individuellement parce que je crois qu'il y avait les 2 parties à faire. C'était pas simple. C'est ça. Pour Pékin 2022, raconte-nous un peu Est-ce que au fond, tu priais intérieurement pour faire partie de cette équipe? Ouais. Non, mais les gens ne se rendent pas compte, les gars. Les gars, je vous jure. Franchement, une qualif olympique, c'est dur. Parce que déjà, pour vous mettre dans le contexte, il faut savoir qu'on est à peu près une dizaine et le comité olympique envoie 4 athlètes. Donc, le pilote, bon, il a déjà sa place d'office, normal. Après, tu as 3 titulaires et un remplaçant. Donc, du coup, tu sais très bien que voilà, il va y avoir des déçus. Il faut savoir que, je me rappelle, on devait qualifier le bob avec Romain. Il y avait Thibaut et Lionel aussi dans le B4. Altenberg, c'était l'une de mes meilleures compétitions aussi avec Rome. Et on a réussi à le qualifier le bob. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que faut savoir que à mon poste, on était 4 pour une place. Et l'objectif, c'est qu'il fallait finir premier à ton poste. Si tu finis pas premier à ton poste, ben tu restais
tu restais en France et tu regardais les gens prendre l'avion pour aller à Pékin, quoi. Donc, du coup, c'était ça. Donc, du coup, j'ai réussi avec avec ma préparation physique, à pouvoir maintenir le cap et réussir mes tests de sélection pour les Jeux, quoi. Donc, du coup, cool. Et donc, le 4 février 2022 se lancent les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Tu es présent dans le nid d'oiseau pour la cérémonie d'ouverture. C'est ça. Bon, il y a le menace du Covid-19 à ce moment-là. Mais quel souvenir tu gardes, toi, de cette cérémonie d'ouverture? En fait, non, franchement, de très très beaux. C'était des souvenirs. Pour moi, c'était des souvenirs incroyables pour moi parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai commencé à, à commencer à défiler avec la délégation française, en fait, c'est tout. Je me suis fait un feedback de tout ce qui s'est passé avant. Et d'où l'émotion est revenue subitement parce que tu te dis, un petit Marie-Galantais, qui aurait cru qu'un petit Marie-Galantais du petit style de 10 000 habitants allait défiler au nid d'oiseau devant des millions, voire peut-être des millions de téléspectateurs. Voilà, quoi. Donc, du coup, tout ce cheminement-là a fait que il y a eu beaucoup d'émotions qui se sont rechauffées à ce moment-là. Mais en tout cas, c'était un très beau souvenir, hein. Franchement, cérémonie d'ouverture, village olympique. Tu sais que tu représentes toute la France, toute ta famille. Donc, du coup, pour moi, c'était incroyable. Incroyable. Alors, cela nous mène à la deuxième chronique. Et c'est Joël encore qui va la mener. Wow. Parce qu'on parle. En fait, en Chine, tu es attendu en deuxième semaine pour l'épreuve de Bob Akat. Donc, tu as une semaine un peu d'attente où tu es avec tes coéquipiers en bleu. Et sous ce maillot, vous vous révélez être une belle bande de copains, quand même, Oui, avant tout. Rigole, hein. Et c'est ce qui va donc justement ressortir de cette seconde chronique qui est de la chronique de l'appel. Et donc, l'appel, on a toujours une petite surprise. Et donc, on va te laisser découvrir. On va voir si tu reconnais la voix. Et il y a quelqu'un qui a quelque chose à te dire. Donc, Mais non. sans filtre aussi. Mais non, les gars. Et il pense que c'est sa mère. Il pense que c'est sa mère. Attends, c'est mes coéquipiers. Jérôme, c'est vraiment frère d'âme. C'est un mec en qui je sais que je peux avoir confiance en 100%. Il a le cœur sur la main. C'est quelqu'un vraiment avec qui je pense qu'il faut on s'appelle au téléphone au moins une fois ou deux par mois. Et quand on s'appelle, il faut qu'on ait quelque chose à faire pour accrocher parce que sinon ça peut durer 2 heures. Mais c'est vraiment un gars sur qui on peut compter. C'est un frère. C'est une personne. Attends, alors c'est qui? Oh, Dodo, bien sûr. Ouais, Dorian Otterville, quand même, la base. Ton partenaire, un de tes partenaires dans Ouais, le mon Bob. grand frère. Franchement, Dodo, c'est le grand frère. Parce que il m'a vu débarquer dans l'équipe. Lui, il avait déjà des jeux, il avait déjà une Olympiade avant moi. Il avait déjà l'expérience et surtout qu'il me donnait des beaux conseils parce qu'il voyait que j'avais des qualités et tout. Mais voilà, toujours me dire, ouais, fais pas ci, fais pas ça. Et franchement, on a tapé des bas, on rigole. Franchement, on a rigolé. Non, les anecdotes, ça reste là, mais incroyable. Franchement, Dodo, c'est un grand athlète surtout parce que c'est vrai que, pareil, l'année olympique, c'était chaud pour lui parce qu'il avait pas mal de blessures et tout. Il a réussi à revenir au top et c'était ma source de motivation parce que c'est vrai que c'était le numéro 1 de l'équipe. Et moi, mon but, c'était le m'abattre. C'est le m'abattre. Mais franchement, justement, c'est bien d'avoir des athlètes comme ça parce que ça te permet de te surpasser. Et à chaque fois, moi, quand j'allais à l'entraînement, moi, le but, c'était vraiment de me rapprocher de son niveau parce que c'était le numéro 1. Enfin, c'est le numéro 1 pour moi, français, en tant que pousseur, tu vois. Mais ouais, franchement, c'est un super bon mec, athlète de malade. Et ouais, comme il a dit, hein, je pense que ouais, ce serait cool. On ne sait pas ce qu'a venir les faits là parce qu'il y a les jeux qui vont arriver, mais non, franchement, c'est un bon mec, bon ami aussi. Donc, je pense que, comme il a dit, 15-20 ans, je pense qu'on sera toujours en contact. Donc, il n'y a pas de problème. Et c'est pas fini. Et belle surprise. Non, mais non, les gars, sérieusement. L'athlète, c'est un athlète qui est très complet, à mon sens. Franchement, il y a de la génétique dedans, mais il y a aussi du travail. Mais c'est quelqu'un qui, physiquement, il est impressionnant. Je ne vais pas trop lui dire ça, parce que sinon, après, s'il a les cuisses qui vont encore plus gonfler. Est-ce qu'il a une question pour Jérôme? Il est dans un collectif. Donc, un sport qui est compliqué. Ah non, mais non. C'est une pièce aussi importante. Nous, on fait un sport qui est compliqué. On est dans le froid, on passe beaucoup de temps ensemble, donc forcément, ça peut générer des tensions. Et il y a besoin dans un collectif d'avoir un mec comme Jérôme qui arrive, qui a toujours le smile, qui fait rire tout le monde, même s'il nous fait rire des fois, même sans faire exprès.
c'est important d'avoir quelqu'un comme ça apaise, ça sort un peu du quotidien quand c'est un peu dur. Moi, quand je suis en chambre avec Jérôme, je me régale. Je sais qu'on va avoir au moins 3 ou 4 fous rires à en pleurer presque tous les jours. Ok. Alors derrière la question, est-ce que tu as un côté Pierre Richard du coup? Tu fais rire, je sais pas si tu connais Pierre Richard, c'est une autre génération, mais Non, c'est notre génération. c'est un comique qui c'est un peu des gags, on va dire, à ses détriments. T'as l'air de faire rire tes coéquipiers, mais c'est pas toujours voulu. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai, mais je fais des conneries. Non, en fait, je fais des trucs à la con, mais en fait, ça les fait trop marrer. Mais non, après, je pense que c'est comme ça que je suis. C'est Jérôme, quoi. Même mes amis te le diront. Moi, je suis un mec, j'aime bien rigoler, j'aime bien taper des vannes et tout. Donc, et en plus, surtout que c'est ma personnalité qui est comme ça. C'est quoi ta blague préférée? Bon, non, je suis pas vraiment de Une blague. petite blague, si tu veux Non. nous raconter une blague. Ou une anecdote. Non, Une anecdote. Quand il disait que tu les faisais rire des fois sans faire exprès. Ouais, sans faire exprès. T'es le genre de gars qui glisse comme ça dans l'hôtel, qui arrive, hop, une peau de banane, hop, tu glisses. Non, les gars, non. Non, peut-être un truc à la con, peut-être genre, tu vois, il y a des pots de patin. Il y a des pots de patin, tu vois, je le mets à l'envers, par exemple, tu vois. Ou bien, par exemple, le patin, je vais peut-être, pour le poncer, au lieu de le mettre dans le bon sens, je vais le mettre dans le mauvais sens, tu vois. Ça fait rire. Et sauf que moi, je suis là en mode sérieux, je veux commencer mon truc, et les mecs, ils sont en train de me filmer, tu vois. Des trucs comme ça, tu vois. Non, mais après, c'est des chambreurs. De toute façon, dans le sport collectif, il y a... Et t'as pas de droit à l'erreur. Tu fais une gaffe, ça y est, ils vont te chambrer tout le temps. Non, mais après, c'est cool d'avoir une bonne ambiance dans son collectif parce que, tu vois, des fois, t'as la pression du résultat et c'est bien parfois de décompresser, de rigoler un peu, quoi. Donc, c'est important. Bon, revenons quand même à la compétition. Là, vous n'avez pas trop rigolé par contre, parce que ça a été un peu plus compliqué à Pékin 2022. Alors, il y a cette phrase de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds pas, soit je gagne, soit j'apprends ». Est-ce que c'est vraiment ce que tu retiens, toi, de cette compétition à Pékin, où vous n'avez pas été à la hauteur peut-être de ce que vous auriez espéré? Alors, pour les détracteurs, non, parce que c'est vrai que on retient vraiment la 19e place, tu vois. Il faut savoir qu'avant qu'on arrive à Pékin, on fait des saisons de malades. D'autant plus que, je me rappelle, on perd de rien sur blessure, de nos meilleurs éléments. Et on se dit, waouh, moi, pour ma part, je me suis dit, comment on va faire, tu vois. Et au final, ça va, on a réussi à gérer ça, à faire des bonnes performances. Eh bien, il faut savoir que nous, ce qui s'est passé, c'est que le sport de haut niveau, des fois, ça joue à des détails. Moi, je pense que je ne dirais pas qu'on n'était pas au niveau, c'est juste que ça s'est joué à des détails. Je m'explique. Je me rappelle, ça joue sur 4 manches. Donc, tu fais 2 runs le samedi, 2 runs le dimanche. Et ce qui s'est passé, c'est que le premier run, quand on regarde par exemple les datas, par exemple nous les pousseurs sur les vitesses de poussée et au niveau chrono, on est dans le top 10 poussés. Donc du coup, top 10 poussés, quand tu regardes, on est avec les meilleurs mondiaux déjà. Ouais. Mais sauf qu'il s'est passé que premier run, le chrono il est bon, mais sauf qu'on pousse l'engin. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais sauf que le problème, c'est qu'on a poussé trop loin l'engin. Donc, on a embarqué trop tard. Donc, du coup, toute la vitesse que tu as créée au départ, forcément, tu la perds. Et après, forcément, Romain, il fait des runs pas mal, tu vois. Mais sauf qu'après, malheureusement, si déjà, tu n'as pas de vitesse en haut, mais forcément, derrière, à chaque temps intermédiaire, tu perds. Ensuite, après, derrière, on a rectifié le coche à la deuxième. Donc, du coup, ça va beaucoup mieux. Mais après, forcément, derrière, tu es au jeu. Si tu n'es pas dans le paquet déjà avec les meilleurs, pour les rattraper, c'est compliqué, tu vois. Mais on était au niveau. Je répète, on était au niveau. Ça s'est joué à des détails. Mais bon, c'est comme ça. Après, oui, maintenant, on apprend toujours de nos erreurs, forcément. Mais c'est vrai qu'on visait mieux parce qu'on était dans les standards pour aller chercher des top 10, des top 8. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais on était au niveau. Là, les prochains jeux seront en Italie. Avant, on sort là, des jeux d'été à Paris. Comment tu as vécu ça? On a vu sur les réseaux que tu étais porteur de la flamme. Ça doit être quelque chose de particulier. Est-ce que ça t'a donné envie d'y retourner? Et puis voilà, c'est la flamme. Déjà, quand tu fais les jeux une première fois, après Pékin, après, au début, parce qu'on ne savait pas que Romain allait revenir parce qu'elle avait mis un terme à sa carrière. Mais c'est vrai que quand tu as goûté aux Jeux Olympiques une première fois, tu avais dit gros goûter une deuxième fois, etc. Tu vois. Et voilà. Et donc, du coup, oui, donc les Jeux à Paris, c'était exceptionnel, les gars.
Franchement, c'était une fête. Voilà, les yeux étaient rivés sur la France et tout. Euh, incroyable, incroyable. Et donc, du coup, et pareil, moi, lorsqu'on m'a annoncé que j'avais porté la flamme olympique chez moi, en Guadeloupe, franchement, quel aurait cru, quoi. Encore une fois, ça tombe encore sur moi. Parce que j'aurais jamais cru que j'allais pouvoir un jour de ma carrière porter la flamme olympique. On sait que porter la flamme olympique, c'est quelque chose de symbolique de fort, quoi. C'est une forme de reconnaissance parce que tu as marqué l'histoire de ton sport ou l'histoire de ton île. Donc, du coup, c'est vraiment une belle reconnaissance. Sachant qu'il y avait quand même des grands noms, comme notamment des Marie-Josée Pérec, des Laura Flessel qui l'ont porté. Donc, du coup, des icônes de chez nous. Ouais. Donc, du coup, forcément, faire partie de cette famille de porteurs de flammes olympiques, c'était quelque chose pour moi d'incroyable. J'ai vécu ça avec mon père et tout. Incroyable. Après, oui, forcément, oui. Maintenant que Romain nous a dit qu'il allait revenir, maintenant il est revenu sur le circuit. Ça donne, voilà, on va tout donner et tenter de pouvoir peut-être se qualifier pour une deuxième participation au jeu. On va voir. Et puis il y a 2030 en France. Ouais. Alors c'est loin. C'est loin. T'auras quel âge à 36, ce moment-là 36. Et donc à 36 ans, tu te sens la force, l'énergie pour pouvoir y aller? Je sais pas. Franchement, là c'est. Après, je pense que physiquement, si je m'entretiens comme je m'entretiens actuellement et que je reste dans cette lignée de conduite-là, je peux tenir jusque-là. Mais c'est encore loin encore. Encore loin, step by step. Donc là, déjà, il faut que je récupère de ma blessure, mais step by step. Mais c'est vrai que j'ai une petite idée, mais on verra. Justement, on en a parlé dans d'autres émissions de décrassage dans les premières saisons. On avait accueilli Philippe Gonningham, qui est le président du syndicat des sportifs de haut niveau, qui se bat pour défendre vos droits. Il a été à l'origine d'une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale pour maintenir un minimum de revenus pour les sportifs. Quand on est dans un sport un peu... alors qui est connu grâce à Rasta Rocket, mais donc du coup on en parle, mais que tous les 4 ans et pas toujours. Comment on fait pour vivre de ce sport, pour financer les compétitions? Comment ça se passe? Comment tu vis ça? En fait, ouais, c'est vrai qu'on a un sport où, c'est un sport amateur déjà. Et tu vois, il y avait un sondage, ils avaient dit, je sais pas, il y avait combien de pourcentage qu'il y avait beaucoup de sportifs qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté, tu vois. Mais pas que dans le bobsleigh, mais dans des sports mineurs qui ne sont pas connus et tout. Et c'est pour ça que moi, je pense que les entreprises, s'ils accompagnent les sportifs sous forme de mécénat, ça peut énormément aider des sportifs de haut niveau. Et donc, chez nous, moi, j'ai eu de la chance d'être à côté. Je suis policier, je suis gardien de la paix. J'ai eu l'occasion de pouvoir d'être intégré un dispositif qui s'appelle la mission sport. Donc, du coup, ce dispositif permet aux sportifs de haut niveau policiers d'être détachés à 100% et de pouvoir se consacrer à leur discipline. Donc, du coup, ça, on a cette chance-là. On n'est pas allé à les faire. Il y a aussi d'autres grosses institutions comme l'armée aussi qui le font. Mais en tout cas, ce sont des messages forts qu'ils lancent aussi à des sportifs qui sont justement besoin de stabilité financière, parce que c'est vrai que la performance rime aussi avec le financement aussi, l'argent, on va pas se mentir. Quand tu regardes au jeu d'aujourd'hui, tous les sportifs qui veulent, on va dire les tops du top, les mecs, ils ont un staff derrière, ils mettent de l'argent sur eux, dans leur staff pour performer. Donc, si dans les sports mineurs, tu n'as pas ça, tu peux pas performer. Donc, tout court, le sport de haut niveau, il faut que tu aies de l'argent pour performer. Donc, c'est pour ça que moi, faut qu'il y ait, je ne sais pas s'il y a les grosses instances, mais que derrière, qui font appel aussi à des entreprises, les mécènes, parce que les mécènes, ça peut aider des sportifs qui sont dans le besoin à financer leur saison pour qu'ils puissent réaliser leur objectif, parce qu'on nous demande parfois d'avoir des médailles, de faire telle et telle performance. Ok, c'est cool, c'est bien. Mais par contre, qu'est-ce que tu mets en place pour que l'athlète puisse le faire? Nous, dans notre sport, d'ailleurs, si tu n'as pas du bagou pour aller démarcher, pour aller vers des mécènes, tout ça, etc., c'est compliqué. Là, aujourd'hui, dans notre discipline, la nation qui nous domine, c'est les Allemands. Les Allemands, ils mettent du pognon dans les recherches développement, et les mecs, ils ont de la performance, tu vois. Donc, au final, c'est ça qui nous manque, c'est que derrière, il nous manque justement cet apport financier, voilà, d'accompagnement pour nous permettre de pouvoir rivaliser avec les meilleurs mondiaux, et tout ça passe par du financement. Pas le choix.
Et dernière question sur sur cette partie sport un peu, mais est-ce que tu n'as pas des regrets d'avoir quitté un petit peu le monde de la compétition de l'athlétisme, même si tu fais forcément toujours des entraînements d'athlétisme pour ton sport, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit coup amer par rapport à ça, ou t'en as fait le deuil, ou comment tu as géré ça? Alors ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que je me dis peut-être que je prends un double tranchant, c'est que je me dis peut-être si le Bob n'était pas venu, j'aurais peut-être continué de la tête. Est-ce que j'aurais peut-être percé et rivaliser avec le meilleur français? Gros point d'interrogation. Parce que le problème, c'est que déjà l'athlète, on sait que c'est compliqué. Pareil, hein, encore une fois, si tu fais pas partie des meilleurs, des top français, ben, du coup, c'est un peu compliqué. Mais sinon, après, avec le recul, je me dis que le Bob m'a apporté énormément parce que ça m'a permis de connaître le très très haut niveau très vite. Voilà, porter la tunique bleu, blanc, rouge ici parce que c'est une fierté, faire les jeux. Donc, du coup, voilà. Donc, Plus de la reconnaissance que du regret. Et ouais, finalement, voilà, on revient à cette notion de destinée, que voilà, Dieu a toutes choses entre ses mains. parce que et- je veux pas te mentir, c'est vrai que des fois, là, tu vois, je sais pas, Joël, tu me fais penser à un truc, c'est qu'il y avait un truc en moi, encore une fois, c'est que quand je faisais un truc, la voix me disait, Jérôme, fais ça, tu vois. Mais moi, même moi, je t'ai dit, je prenais des décisions, mais je me suis jamais dit, ouais, mais pourquoi tu fais ça, tu vois. En fait, quand ça arrivait, automatiquement, je suivais ça, tu vois. Et regarde où ça m'a amené, tu vois. Tiens, ça me fait penser après on terminera avec la dernière chronique, à une anecdote que je connais de toi, Jérôme, parce que tu parlais que tu étais policier aussi. Oui. Cette fameuse histoire, raconte-nous cette histoire incroyable aussi, ouais. où Ouais, c'est encore vrai. une fois, tu en parlais, tu disais, voilà, tu t'étais comme inspiré. En fait, c'est comme une inspiration divine. Parle-nous de cette anecdote dans ton métier de la police. Ouais, franchement, ouais. Encore une fois, un petit coucou à Vincent. Parce que c'est avec lui qu'on a fait cette appel. Ben, en fait, on fait un contrôle inopiné dans les gares. On fait un contrôle inopiné dans les gares comme d'habitude. Et en fait, on interpelle un individu. Du coup, Vincent, il me dit vigilance. À partir du moment lorsqu'il me dit vigilance, je me dis oula. Donc ça veut dire que moi derrière, moi, faut que je sois vraiment en mode. Concentré. Faut pas que je quitte du regard l'individu qu'on a interpellé. Donc du coup, on le ramène au central et tout, au poste et tout. Et en fait, Vincent, il m'apprend que cet individu a une fiche d'enlèvement. Donc ce monsieur avait braqué à l'arme blanche la mère de sa fille avec l'aide de son cousin et s'était venu recroqueviller à Lille. OK. Et en fait, du coup, donc, on a eu l'instruction de l'OPJ comme quoi qu'il va être mis en garde à vue et tout. Donc, on arrive pour faire la palpation générale. Donc, en gros, la palpation générale, c'est une fouille totale. Ça veut dire derrière, tu enlèves les vêtements de la personne interpellée, tu le fouilles vraiment à nu, quasiment, tu vois. Et à ce moment-là, je ne sais pas. En plus, à chaque fois, quand je fais des palpations, je ne fais jamais. Hein, je ne demande jamais. Et là, subitement, Joël, justement, encore une fois, Geoffrey, je l'ai raconté, je demande à l'individu d'ouvrir sa bouche et de soulever sa langue. Et tu savais qu'est-ce qu'il avait sur sa langue? Non. Mais non, il avait caché une puce téléphonique sur sa langue. Donc, du coup, il a recraché. Et j'ai appris par la suite que grâce à cette puce, ils ont pu tracer l'appel parce qu'il l'avait émis avec. C'était pour tracer, en fait, les communications qu'il avait émis avec son cousin. Et ils ont pu faire une perquise et sauver la fille de 7 ans, tu vois. Voilà. Wow. Tu vois, c'était vraiment franchement, c'était une honnête, ça a beaucoup d'émotions à ce moment-là aussi, mais en plus, c'est même pas aux infos, mais c'était une belle intervention et tout, et franchement, c'était waouh. Nous, le plus important, c'est que lorsque tu fais ça, on se dit, est-ce que la fille est en bonne santé? Parce que, comme vous le constatez, on entend beaucoup de choses des enfants, c'est pas s'ils sont en bonne santé ou autre, et on a de là, et voilà. Je sais pas si chance, destin, je sais pas, mais en tout cas, on était content parce que la fille était saine et sauve. C'est pas. Bien, Jérôme, on va terminer avec 2 chroniques qui vont s'enchaîner. La première, à travers notre échange, on a bien vu que tu avais un esprit de compétiteur. Quand même. Tu l'as. Alors ça tombe bien. Oula. On a un petit jeu à te proposer. Est-ce que ça tente? Il s'appelle l'heure du choix.
Hein. Allez, on y va, on verra. On y va. Je pense que là, ça va envoyer. Là. Bah ouais, alors en lien avec tout ce qu'on a partagé jusqu'à maintenant, je vais te proposer une série de 7 questions. Pour y répondre, tu auras toujours 2 propositions. À chaque fois, tu devras en choisir une sans l'expliquer. Et je t'offre quand même 2 jokers. Ouais, j'ai 2 jokers. Ouais, quand même. Okay. Alors le premier, c'est en touche. Si tu veux pas répondre ou si tu veux répondre les 2, tu peux botter en touche. Okay. Voilà. Et la deuxième, replay, tu auras le droit sur une question de justifier ton choix. Ça marche ? Wow, j'ai peur là. Je sais pas ouais, bah oui, c'est. Bon, vas-y, allez, on y va. Jouons. Allez, première question. Qu'est-ce qui te ferait, toi, le plus rêver, si tu avais le choix, entre gagner une médaille d'or au JO en 2030 ou de descendre sous la barre des 10 secondes de 100 mètres ? Qu'est-ce qui te ferait le plus rêver ? Ou kiffer. Pouh Putain, 10 secondes, c'est chaud. C'est beau aussi, 10 secondes. Ah ouais. Non, après, non, franchement. Non, en soi, parce que là, si je suis de l'analyse, oui. je dirais la médaille quand même. Je dirais la médaille, mais non, parce qu'en fait, le niveau est tellement chaud. Parce que tu me dis 10 secondes, si tu m'as donné un vrai chrono. Ouais. Là, j'étais trop ambitieux. Ouais, voilà, tu vois. Non, mais... moi, je pensais que tu allais taper les 9 secondes. Non, parce que ça dépend. parce que enlever Usain Bolt. Non, mais ça dépend. Ils m'ont dit, si je bats le record du Usain Bolt, moi, j'aurais dit record parce que ça fait médaille. Ouais. Mais s'il me dit 10 secondes, là, aujourd'hui, tu as vu la densité en athlète, là. Ouais. Les mecs qui vont en finale, je crois que c'était la première fois qu'ils ont vu des athlètes, quasiment les 9, ils étaient en dessous de 10 secondes, 9 et quelques. C'est incroyable. Donc non, on va dire, franchement, c'est comme en France, médaille d'or. Allez, vas-y. Allez. Ouais. Bah alors, du coup, ça amène à la deuxième question. Qu'est-ce qui serait le plus important pour toi ? Gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques en 2030 ou avoir ton ticket pour le paradis ? Un nouveau dilemme. Oh les gars, vous êtes chauds, les gars, vous êtes chauds. Car là, non, mais après, le ticket au paradis. Là sera ton trésor. Non, les gars, je botte en touche, les gars. Tu bottes en touche ? Moi, je botte en touche. Ouais. Ah. Alors. Bah oui. Alors, botte en touche avec le verset de Joël. C'est bien. Voilà. Ah, c'est chaud. Bien donné. Tu peux le rappeler peut-être, Joël ? Dis-le comme ça. Car là où sera ton cœur. Non, c'est ça. Non, ça. Car là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Ouais. On va le reprendre dans Matthieu 6, 34. Vas-y, allez, continue. Je continue. On continue. Quelle est la meilleure sensation pour toi ? Celle au cœur d'un bobsleigh ou celle au bord d'une plage à Marie-Galante ? La meilleure sensation. Ah, les gars, Marie-Galante. Marie-Galante, il vote à domicile. Ah, à domicile, Marie-Galante. Marie-Galante. Puis il y a beaucoup de Marie-Galantais qui vont t'entendre. Yes, donc là, c'est pour ça. Rambourg. Fallait donner la bonne réponse. Du coup, quel est ton plus beau ressenti ? Celui d'être au bord d'une plage de Marie-Galante ou sentir que Dieu t'accompagne chaque jour ? Le plus beau ressenti par rapport à ce qu'on a partagé en plus. Marie-Galante, c'est le cœur. Dieu, c'est aussi dans le cœur aussi. Hein. Bon, les gars, c'est des vraies questions, les gars. C'est chaud. Non, je botte en touche. Tu bottes en touche ? Ouais, parce que non, mais attends, je peux justifier ou pas ? Non, je peux pas. Tu peux justifier, vas-y, justifie. Non, parce que Marie-Galante. Non, mais je suis né là, les gars. Ouais. Je suis né là, je sais c'est quoi la beauté de mon île. Ouais. Et t'as Dieu dans ton cœur. Et Dieu dans mon cœur. J'ai grandi aussi avec. Donc allez, on t'offre 2 jokers en touche. T'as de la chance. Mais j'espère que les autres réclameront pas 2 fois. Hein. Non, c'est bon. Ils vont dire Jérôme l'a eu 2 fois, nous on le veut 2 fois aussi. Non, c'est bon. Non, c'est bien. Non, j'ai éliminé mes 2 touches là. Mes 2 jokers. Oui, t'as utilisé. Okay. Alors, à quel personnage de la Bible tu t'identifierais le plus ? Samson pour sa force surdimensionnée ou l'apôtre Paul pour sa résilience qui n'est plus approuvée ? Paul. Résilience ou force ? Paul, la résilience. Ouais. Ah ouais. On enchaîne ? Allez, je l'ai dit. Ton personal best, ton PB sur 100 mètres, c'est 10,64. Ouais. Dans un an, tu vaudras plus ou moins de 10,64 ? À ce moment-là, le corps, il est programmé Bob, là. donc plus ? Ouais. Objectif Bob. Après, sur malentendu. Après, justement, le corps, il est tellement façonné pour le Bob, là. Ouais, je dirais plus. Et dernière question. Niveau film, t'es plutôt Rasta Rocket, classique du bobsleigh, ou la couleur de la victoire, le synopsis du sprinter Jesse Owens ? C'est beau. C'est beau, hein. On s'est donné là-dessus. Putain, les gars, c'est chaud, les gars. C'est chaud. Non, allez. Non, franchement, par rapport à ce qu'il a fait, Jesse Owens. Jesse Owens. Ouais, franchement.
Donc, comme tu as un dilemme entre la médaille d'or ou le paradis, hein, c'était ça le dilemme. Je vais juste faire un petit speed dating pour les nostalgiques de décrassage. Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas. Et il continue. Et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voilà, petite méditation. Oui. C'est apprendre à emporter. J'ai pas répondu à la question. Donc pour continuer à méditer, ça veut dire qu'il y a un chemin. Oui, il y a un chemin. Mais en tout cas, pour ma défense, j'ai botté en touche. T'as botté en touche. J'ai pas, voilà. C'est vrai. Mais ça amène une réflexion avant la dernière chronique sur l'actualité. C'est vrai que je dis souvent, quand je parle à des sportifs, dans un partage biblique, je prends souvent cet exemple et j'en parle dans mon livre. L'aumônier des champions, petite promo, en fait les 2 ans, vous pouvez l'acheter. Il y a une enquête qui a été faite aux États-Unis sur des sportifs olympiques. Tu es un sportif olympique. On leur demandait si en leur proposant une pilule, si on leur garantissait qu'ils allaient gagner une médaille olympique, mais que dans les 5 ans qui suivaient, il mourrait à cause des conséquences de cette pilule, est-ce qu'il la prendrait ? Et 51% des athlètes disent oui, ils sont prêts à la prendre s'ils sont assurés de gagner une médaille olympique, malgré le fait qu'ils vont mourir assez tôt après. Et là, ça m'interpelle sur la notion du trésor et du cœur, et ce après quoi on court, alors que Dieu veut nous offrir ce qu'il y a de meilleur. C'est l'éternité avec lui. Alors, je te laisse avec cette réflexion. Et ma dernière chronique, elle est plus sur une question d'actualité. Pour revenir avec les Antilles, on a parlé beaucoup des Jeux Olympiques, des champions olympiques. On sait qu'une des figures olympiques du sport français et qui représente les Antilles aujourd'hui, c'est bien sûr Teddy Riner. Et donc, j'imagine que tu as suivi ses déclarations, ses prises d'opposition. On sait qu'il a été souvent proche des politiques, du président de la République. Qu'est-ce que toi, tu penses de ces positions et de la situation que nos frères et nos sœurs et ta famille vivent aux Antilles? On le rappelle, c'est quand même la France, mais on a l'impression qu'ils sont délaissés. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces positions et quel message toi t'aimerais faire passer? Non, franchement, après, Teddy, il a raison, parce que forcément, lui, c'est quand même l'athlète français, donc il a beaucoup de notoriété. Donc, du coup, forcément, chaque opposition qu'il va faire, ça va peut-être plaire à tout le monde ou déplaire à tout le monde. Mais je pense que Teddy, il a raison. D'aujourd'hui, quand tu constates que il y a des prix exorbitant aux Antilles. Je crois qu'il y a plus de 40% quand tu regardes le différentiel entre des prix et tout aux Antilles, c'est inimaginable de voir ça alors qu'on est considéré comme un département français. Donc au bout d'un moment, on a besoin que ça s'arrange parce que ça fait depuis des années ça dure comme ça. Donc il y a des gens qui sont dans la pauvreté, dans la précarité, et ils se battent au quotidien avec des injustices comme ça. Donc oui, franchement, moi je le suis, j'approuve ce qu'il dit. Quelles sont les solutions? Est-ce que tu vois des solutions concrètes? Non, mais après les solutions, moi, en toute objectivité, c'est-à-dire qu'il faut attaquer les principales concernées qui gèrent la grande distribution. Parce que en soi, c'est eux qui ont le monopole, sur tout ce qui est l'alimentaire dans les îles. Donc, au bout d'un moment, si tu veux entre guillemets avoir des réponses concrètes, il faut aller voir ces personnes en question et les poser des questions. Pourquoi ils mettent des prix aussi faramineux par rapport à la métropole? Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, il y a ça. Ensuite, après, parce que c'est vrai qu'on nous qualifie, vous vous rendez compte, actuellement, on est la 2e puissance maritime avec les Antilles. Donc, du coup, on est quand même une vraie force quand même pour la France. Mais c'est vrai que ce côté-là, il y a les plages, il y a les cocotiers, mais on ne peut pas accepter qu'il y ait des prix comme ça, alors qu'il y a des gens qui meurent de faim. Vous vous rendez compte, là, d'aujourd'hui, quand tu regardes l'inflation, les gens, vous voyez qu'en métropole, tout est cher, mais vous allez aux Antilles, nous, l'inflation, c'est pire que l'inflation aux Antilles. Donc, au bout d'un moment, si
les grosses instances ne font pas quelque chose, je ne vais pas vous mentir, ça va exploser. Déjà, on a vu ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps en Martinique. Donc, moi, je pense qu'il est temps vraiment que ça cesse et que les gens prennent leurs responsabilités et que ça revienne à la normale. Parce que sinon, les gens ne vont pas continuer comme ça la situation. Non, Jérôme, donc notre temps touche à sa fin. Moi, j'aurais une dernière question à te poser. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer dans le sport, dans le bobsleigh même peut-être, par rapport à ton parcours? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui conseiller? Alors, le conseil que je veux donner à un jeune, c'est dans un premier temps d'être bien entouré aussi. Voilà, d'être bien entouré. Et que surtout, si tu vois que si tu vois que c'est ce rêve-là que tu as envie de faire, déjà, enlève toutes les personnes qui te disent que c'est pas possible et tout, tu vois. Déjà. Parce que c'est faux ça. Parce que c'est la seule personne qui te connaît, c'est toi. C'est toi qui sais ce que tu as envie de faire. Donc du coup, si tu crois vraiment en ton rêve, ben, du coup, va jusqu'au bout de ça. Écoute cette voix-là, écoute cette aura-là qui est en toi et fonce. Donne-toi les moyens, donne-toi les moyens pour les atteindre. Parce que moi, je suis passé comme ça. J'étais un petit jeune aussi. Quand je disais que je voulais faire ça, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit « Ouais, Jérôme, ne fais pas ci, ne fais pas ça, c'est impossible, tu ne vas jamais y arriver. » Aujourd'hui, petit Marie-Galantin, famille modeste, 10 000 habitants, qui part de zéro et qui arrive là, c'est que c'est possible. Donc voilà, et puis surtout, l'entourage, c'est super important. Donc après, être sérieux, motivé et surtout savoir aussi, il ne faut pas avoir peur de te faire mal parce que c'est vrai que le chemin n'est pas facile. Hein. On n'a jamais dit que le chemin était facile. Il faut savoir encaisser aussi et savoir te faire mal. Mais rester solide parce que c'est en persévérant que derrière, tu vas avoir le bout du tunnel et tu vas pouvoir atteindre les étoiles et même toucher la lune. Tu vois. Donc c'est le petit message que je veux faire passer aux jeunes. Ouais. Merci Jérôme pour ces encouragements. Avoir la foi, important. Et ce que tu as partagé. Sûr. Et puis j'espère te retrouver en Italie pour les Jeux, au village olympique, à l'aumônerie. Je ne sais pas si tu sais, mais voilà, ce sera l'occasion de reparler. On espère, Dieu voulant, Dieu seul le sait, avec un lieu qui est spécial pour les sportifs, pour pouvoir se recueillir. Donc, si Dieu le veut, si je suis là-bas. Voilà. Il était à Paris 2024, tu vois, déjà. Ah ouais? Oui. Mais non. Voilà. Waouh. Alors, du coup, question, comment tu as vécu en tant qu'aumônier les Jeux de Paris 2024 ? Il devient intervieweur. C'était une belle expérience de voir les Jeux bien se passer à Paris. Ouais. Mais en termes de respect des religions, de liberté dans le village, c'était un petit peu compliqué. Donc j'espère qu'en 2030, ça sera mieux, que l'équipe qui sera en place comprendra mieux le rôle de l'aumônier, de l'accompagnateur, et qu'à travers cette émission d'écrassage et les différents invités et ce que vous nous partagez, ils pourront comprendre que la foi peut jouer un rôle dans l'épanouissement des sportifs et qu'ils ont cantonné ça au fond du village et avec beaucoup de restrictions. Et c'est, je trouve, dommage. Donc la France peut donner une meilleure image d'elle-même avec une meilleure compréhension de la laïcité. Donc voilà ce que je peux te dire de mon expérience des Jeux de Paris, aussi bien aux Jeux Olympiques qu'aux Jeux Paralympiques. Voilà. En tout cas, encore merci Jérôme pour ce temps, pour ta sympathie, pour cet échange qui était toujours sympathique. Oui. Et puis, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, merci à toi, Geoffrey, parce qu'on avait l'occasion de faire un podcast il y a 1 an. Ouais, Flamme Olympique. Ouais, franchement, ça s'est vraiment passé. Surtout que à l'aise, cool. On a rigolé là, ouais. C'était sympa. Et la surprise d'Ordo, je m'attendais bien joué. Bien joué. Et puis Joël, merci parce que c'est un nouveau concept, je trouve, et c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sportifs, je connais qui sont croyants et tout. Et c'est bien aussi de le mettre en lumière en parlant parce que ça nous aide énormément aussi quand ça va pas. Des fois, quand ça va bien aussi, mais aussi quand ça va pas aussi. Donc c'est cool. Ouais. Donc, merci beaucoup à vous deux. Et puis. Voilà, on se soigne tranquillement parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'actuellement, là, je me suis blessé. Mais là, je suis en phase de guérison. Et puis, on va partir à la guerre. Voilà. Très bientôt. On te suivra. Très bientôt. Direction Cap-Breton.
si tout va bien. Croise les doigts. Et on y va. Et puis, ouais, on espère on va suivre. Abonnez-vous, suivez Jérôme. Jérôme là pour Suivez l'actualité. Et puis, voilà. Et les amis de Jérôme, venez nous voir, venez témoigner dans Décrassage. Je pense que là, les gars, on va passer à l'INSEP. Non, franchement, ça vaut le coup. Non, mais franchement, j'ai des amis sportifs de haut niveau et je pense qu'ils sont... Je pense qu'ils seraient contents de passer dans votre émission. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, surtout quand ce sont des sports, quand même, attention, ça envoie la patate. Il y a certains qui ont fait les jeux aussi. Mais ouais, pourquoi pas. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, on reste en contact. Merci. Voilà, donc suivez Jérôme, suivez Décrassage. N'hésitez pas à commenter, noter, partager ce podcast. Et puis avec Joël, c'est parti. Joël, on reprend notre bâton de pèlerin. On continue notre petit tour et on se donne rendez-vous très rapidement pour un nouvel épisode dans Décrassage. À bientôt.